du constat que toute substance peut être toxique. Il n'y a aucune qui ne l'est pas. C'est la dose qui fait la différence. D'accord ? Ça, c'est le premier concept. Vous prenez par exemple l'eau. L'eau en excès peut être un toxique. Vous prenez l'air, l'oxygène peut être un toxique aussi. Donc, il y a une relation avec la dose. D'accord ? Donc, ce n'est pas une substance égale mortelle forcément. Ça dépend de la dose. Il y a un deuxième concept qui doit être, effectivement, qui est très très important, c'est la notion du temps d'exposition à ce toxique ou à ce produit. Donc la première, c'est une notion de concentration, et puis la deuxième, c'est une concentration, c'est la notion de temps d'exposition. Une arme chimique est une arme qui va bien sûr utiliser un produit chimique et qui est toxique pour l'être humain. Alors, aux États-Unis, on a ce symbole que vous voyez ici. Ça décrit effectivement les armes chimiques. D'accord. Alors, on distingue déjà les armes qui peuvent être létales ou simplement neutralisantes. À savoir que on préférera à un moment donné plutôt blesser les personnes parce que ça occupe plus de gens que de tuer les gens. D'accord. Tout dépend un petit peu de ce qu'on veut en faire. Et puis effectivement, accessoirement, ça peut être extrêmement toxique pour la flore et la faune. On verra plus en détail combien de temps, etc. En ce qui concerne les gaz, il faut déjà avoir une certaine classification pour la bonne et simple raison que ça va agir de manière différente selon si c'est des gaz qui sont vésicants. Donc ça, grosso modo, ça fait des pustules, si vous voulez bien avoir une espèce d'image comme ça. Ce qui touche le système nerveux central et périphérique, ce sont les neurotoxiques, on les appelle les nervins. Les gaz suffocants, là on assemble aussi les gaz dits asphyxiants. Donc là, typiquement, par exemple, on a le phosgène. On peut aussi y mettre les gaz lacrymogènes, par exemple. D'accord ? Et puis on a, en dernier, les hémotoxiques. C'est-à-dire qu'ils vont empoisonner, si vous voulez, le sang et empêcher l'oxygénation des cellules d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Donc déjà, on a ces 4 familles. C'est des notions que vous avez déjà vues, j'imagine. D'accord ? Donc vésicants, nervins, suffocants et asphyxiants et les hémotoxiques. C'est l'irréversibilité qui est la notion clé parce que ça répond à une des questions que vous avez déjà sur la feuille, c'est-à-dire combien de temps on va suivre ces patients-là. Alors, bien sûr, ces patients, on va devoir les suivre selon à quel gaz ils ont été exposés. Typiquement, s'ils ont été exposés à des vésicants, avec une atteinte des voies respiratoires, alors à ce moment-là, il sera touché de manière irréversible et doit avoir un suivi à vie avec une thérapie à vie. Donc, ça, c'est déjà une des réponses aux différentes questions que vous nous avez proposées. Alors, certains gaz, comme le gaz moutarde, ont été largement utilisés pendant la Première Guerre mondiale, comme vous l'avez probablement déjà vu. On trouve dans cette catégorie des vésicants d'autres gaz, comme les visites ou les oxymes de phosgène, après plus connus sous le nom du gaz CX. Le gaz CX, typiquement, fait les lésions que vous avez sur la photo. Ça veut dire qu'il va blanchir, irriter la peau, mais en la blanchissant avec un délai dans le temps qui est beaucoup plus important. Donc, c'est des lésions qui sont douloureuses par ailleurs. Donc, le patient, il n'est pas confortable. Donc, de nouveau, un traitement à vie pour des médicaments contre la douleur pour qu'il puisse être relativement confortable. Vous avez sans doute aussi entendu parler du gaz moutarde, l'hypérite. En fait, son nom, il vient tout simplement de l'odeur d'une forme qui n'est pas totalement pure, qui ressemble un petit peu à cette odeur de moutarde. Le nom hypérite vient de la ville en Belgique où il fut pour la première fois utilisé en 1917. On l'appelle Lost aussi. Le but de ce gaz, que vous voyez donc les lésions typiques qu'il forme, ce n'est pas de tuer, mais d'incapaciter les gens. Donc d'utiliser les ressources pour soigner les gens plutôt que de les engager autrement. En ce qui concerne les gaz suffocants,
où on peut y rassembler encore les asphyxions. Il y a le phosgène. Le phosgène qui est le plus représentatif, qui est très toxique à une température ambiante. Les autres gaz qu'on trouve dans la même famille, c'est le dichlore, le sulfure d'hydrogène ou le dibrome. Vous avez posé effectivement aussi la question de l'exposition au chlore, qui rentre aussi dans la même catégorie de gaz. Le chlore va agir principalement sur le système respiratoire, mais pas uniquement, parce qu'il va interagir avec l'eau. Et effectivement, toutes les zones humides, par exemple les aisselles typiquement, vont être affectées, créant une irritation très très importante de ces endroits-là. C'est parce que c'est un oxydant qui est puissant, et de fait des produits dérivés, on va dire, comme l'acide chlorhydrique, l'acide hypochloreux, l'hypochlorite et le chlore libre vont avoir un effet extrêmement irritatif qui peut s'apparenter à des brûlures chimiques, comme celles qu'on trouve par le froid, de type frostbite, comme on appelle ça. Les principaux signes et symptômes de l'intoxication au chlore ou l'exposition au chlore, c'est une irritation bien sûr de l'arbre respiratoire au niveau du nez, de la gorge, des yeux, un larmoiement, une toux, une sensation de brûlure à la respiration, une difficulté respiratoire qu'on appelle dans le domaine médical la dyspnée, et une douleur rétrosternale, donc derrière la poitrine. D'accord ? Et une petite différence avec d'autres types d'exposition au gaz, c'est qu'a priori, il ne fait pas un spasme des branches, mais par contre, il peut y avoir un spasme au niveau du larynx qui peut entraîner un arrêt respiratoire. Il peut se développer aussi un œdème au niveau du poumon qui va diminuer ou compromettre les échanges gazeux, avec l'oxygène en particulier. Et puis, il peut créer à long terme une pneumonie chimique avec les séquelles de nouveau de suivi à plus long terme. D'accord. En ce qui concerne les neurotoxiques, donc ceux qui vont agir sur le système nerveux central et périphérique, je pense que c'est ce sujet-là en particulier qui est le plus important dans toute la classe des gaz qu'on traite, parce que c'est ceux qui font partie aujourd'hui, malheureusement, des gaz chimiques. Je ne parle pas des attaques toxiques du type bactéries et autres, mais dans la gamme des chimiques, c'est ceux qui sont actuellement le plus utilisés et dont le stock d'armement est le plus important. Dans les nervins, vous voyez la photo qui date de pas si longtemps que ça, dans The Times, ça fait référence bien sûr au conflit syrien. Les neurotoxiques sont, de toutes les classes de gaz, ce sont les plus dangereux. Ils peuvent être dissipés, comme on a vu en troisième diapo, sous forme de liquide, de vapeur, d'aérosol, de poudre, comme l'imagination le veut. Ils vont agir au niveau du système nerveux central et périphérique en particulier, dans les synapses. Les synapses, ce sont les jointures entre les nerfs et quelque chose d'autre. Ça peut être du nerf à un autre nerf, et ça peut être du nerf à un muscle, par exemple. Et c'est dans cette interface-là qu'il y a un certain nombre de substances qui vont être régulées très finement, et c'est à ce niveau-là que les nervins vont interagir, en bloquant en particulier une substance bien particulière qui s'appelle l'acétylcholinestérase, dont on verra un tout petit peu plus loin le mécanisme d'action en particulier. Mais en gros, si vous retenez qu'il bloque l'acétylcholinestérase, et puis de par ce fait, les muscles, il va perturber le fonctionnement musculaire, vous pouvez très bien imaginer que nous avons besoin de la musculature pour respirer, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, donc système nerveux autonome ou volontaire. L'oxygénation, la respiration va être compromise, puis de par ce fait, incompatible avec la vie. Donc on a dit, inhibe l'enzyme, qui a un rôle fondamental, c'est l'acétylcholinestérase.
Je vous ai dit effectivement que c'était dans l'interface, au niveau de l'interface des plaques nerveuses. Et effectivement, on a besoin d'avoir cette acétylcholinestérase de manière fonctionnelle pour que les muscles puissent se décontracter. Oui, il y a d'autres schémas après. Ouais. On reviendra sur la physiologie. On a besoin dans ces plaques nerveuses d'avoir une substance qui s'appelle l'acétylcholine. Et puis l'acétylcholinestérase va utiliser finalement cette acétylcholine et la bouger de l'endroit où elle est. Si on n'arrive pas à le faire, et cette acétylcholine reste bloquée pour la bonne et simple raison qu'il n'y a plus l'acétylcholinestérase qui peut la bouger, alors à ce moment-là, le muscle ne peut pas se décontracter, on a une contracture musculaire, y compris les muscles respiratoires, et de ce fait-là, les patients finissent par mourir asphyxiés. D'accord. Les symptômes provoqués sont les mêmes pour tous les neurotoxiques. C'est de nouveau un écoulement nasal, les yeux embués, une salivation, une transpiration excessive, serrement de poitrine, difficulté à respirer, des troubles de la vision. Donc vous voyez, ça touche finalement l'ensemble du système nerveux, accompagné de nausées, vomissements, de crampes, des mouvements, des secousses musculaires, perte d'équilibre, des troubles de la miction, et puis de la défécation, des maux de tête, somnolence, convulsions, coma, enfin système nerveux central et périphérique. Alors selon le type d'exposition, on peut avoir l'apparition de certains symptômes avant les autres. En cas d'ingestion, par exemple, les premiers symptômes sont gastro-intestinaux, on peut le comprendre. Quoi d'autre? Il y a, ça c'est une notion, j'aurais dû le mettre à part, il y a une notion de durée entre l'exposition et puis l'apparition des premiers symptômes. Donc la grande question c'est de savoir combien de temps ça prend depuis le moment où on a été exposé au produit jusqu'au moment où apparaissent les premiers symptômes. Il n'y a pas de réponse unique, ça dépend bien sûr du gaz, de la substance à laquelle on était exposé, de la dose à laquelle on a été exposé, et puis le temps aussi d'exposition. Donc on revient aux trois notions de base qu'on avait mentionnées au tout début de l'exposé. Mais si vous devez garder un chiffre, ça va de quelques secondes à quelques minutes. Plus rarement, avec les doses qui sont habituellement utilisées, c'est rare que ça dépasse quelques minutes. Donc ce n'est pas une question d'heures ou de jours. Après, on verra dans les effets secondaires, hein, les événements collatéraux, qu'effectivement, certains types de produits peuvent rester plus longtemps, des mois, voire des années, dans l'environnement immédiat des gens et les exposant ainsi quotidiennement à des doses beaucoup plus faibles, mais quand même présentes. Donc de nouveau une notion de temps, avec une dose cumulée qui sera la même, après un certain nombre de mois par exemple. Et c'est pour ça qu'on a effectivement des effets retardés d'apparition de symptômes. Typiquement, certains produits peuvent aller imbiber, si vous voulez, le sol. C'est pris par exemple dans des peintures qui sont plus poreuses. Du moment où la température change un peu, avec le chaud qui s'installe, en été par exemple, ces vapeurs vont de nouveau être libérées des matériaux dans lesquels ils ont été absorbés à un moment donné, dépendant bien sûr de la température, du taux d'humidité, d'un certain nombre d'autres paramètres, libérant ainsi les produits qui étaient retenus par des substances qui étaient plus poreuses et qui avaient la possibilité de retenir ces produits-là. D'où aussi toute l'importance de la décontamination lors d'une exposition d'un endroit, d'un lieu, hein, je parle des matériaux à ce moment-là, l'importance de la décontamination des locaux et du matériel, de manière à pouvoir réduire au minimum la possibilité de ces produits-là d'être stockés dans les matériaux eux-mêmes et d'être libérés dans un deuxième temps
à la faveur des différences de chaleur, de température, d'humidité et de l'environnement en général. C'est bon? Vous comprenez? Alors là, comme je vous disais, si les nervins, de manière générale, sont inhalés, le temps de latence est de quelques secondes à quelques minutes. Alors, comme symptômes initiaux, on aura des troubles de la vue, des sécrétions nasales, salivation abondante et des difficultés respiratoires. Fois si c'est une pénétration par la peau, le temps de latence peut être un peu plus long et les premiers symptômes sont des convulsions musculaires locales et une sudation abondante. Alors, qu'est-ce qu'on donne ou qu'est-ce qu'on a à disposition? Là, on va passer à un certain nombre de produits. En gros, quand vous ferez l'armée, pour ceux qui devront la faire, pour les filles de manière volontaire, vous aurez à disposition un certain nombre de produits. Vous apprendrez aussi à les utiliser. En cas de besoin, typiquement, celui qui est le plus connu, c'est le Combopen. Le Combopen, c'est une seringue pré-remplie avec de l'atropine et l'obidoxime. Je vais vous expliquer après ce que ça fait, à quoi ça correspond. C'est des doses qui sont déjà pré-réglées. Ce sont des injections qu'on se fait soi-même. On peut la faire à un camarade en cas de besoin, mais a priori, c'est fait pour que ça puisse être fait par le soldat lui-même. D'accord ? On a la pyridostigmine, qui est un traitement, on va dire, préventif. Alors, ça améliore en gros les chances de survie. C'est pas que vous prenez un comprimé et puis après vous pouvez sortir et puis être exposé au gaz. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est bien au contraire. C'est une substance qui améliore tout simplement vos chances de survie. On verra comment après. D'accord. Alors là, vous avez une photo tout à fait réelle qui s'est déroulée, peut-être vous avez vu dans les nouvelles ou dans le cadre de votre recherche, de l'attaque au sarin dans le métro de Tokyo en 1995. Donc c'est quelque chose qui est d'actualité. Ces armes chimiques, elles sont encore utilisées, ce n'est pas que en 1995, elles sont encore utilisées dans différents conflits, à l'heure où je vous parle également. Donc c'est quelque chose de réel pour lesquels il faut absolument connaître et puis être d'une manière ou d'une autre préparé. En Suisse, on l'est, et je vous expliquerai en fin d'exposé comment c'est organisé en Suisse et qu'est-ce qu'on a à disposition actuellement. Le sarin, ça fait partie aussi de cette classe des neurotoxiques, de nervins. Il se propage dans l'air, il est inodore, il est incolore. Il a été mis au point en 1939 par les Allemands et c'est effectivement, comme je vous ai montré sur la photo, il était utilisé à Tokyo en 1995 par la secte Aum, dont vous avez probablement très certainement entendu parler. Qu'est-ce qu'il fait comme symptômes? Nez douloureux et enflé, hypersialorrhée, ça veut dire une sécrétion abondante de salive, un sentiment de difficulté respiratoire, des pupilles qui sont contractées, des nausées, des vomissements, une incontinence, une perte de conscience, coma. Et finalement, la mort par asphyxie, par le mécanisme qu'on a vu tout à l'heure. Il y a d'autres types de gaz dans la même catégorie de nervants, comme le saumon, le tabac. Et ils fonctionnent tous de la même manière. Ça veut dire qu'ils bloquent la transmission de l'influx nerveux, comme on a vu tout à l'heure. D'accord. Quelle est sa dangerosité? Alors, il y en a qui se sont amusés un tout petit peu à essayer de calculer combien ça ferait de dégâts. Alors, pour vous donner juste un ordre d'idée, une tonne de sarin ferait entre 300 et 700 morts par kilomètre carré pour une population avec une densité de 3000 à 10 000 personnes par kilomètre carré. Donc, si vous regardez la phrase qui suit, s'il est vaporisé par un avion de jour, clair, ensoleillé, avec un vent modéré. Donc il y a toute une partie quand les personnes décident d'utiliser ce type de gaz, qui sont des impondérables. Ça veut dire que s'ils décident de larguer, par exemple, par avion,
ces gouttelettes ou ce gaz, il faudra qu'ils tiennent compte effectivement de l'environnement, de la température, de l'humidité, du vent, de l'ensoleillement. Pourquoi? Parce qu'effectivement ça crée des courants ascendants de par la différence des températures dans les différentes strates de la première couche, directement. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être calculé si finement. Donc, typiquement, on a des lésions collatérales, des gens qui n'ont rien à voir dans le conflit. Le vent porte un peu, et finalement, le nuage, si vous voulez, se déplace de quelques kilomètres et vous fait des victimes supplémentaires ou des victimes qui n'étaient pas du tout prévues au programme, entre guillemets. Si vous faites le même calcul par nuit claire avec un vent modéré, vous voyez que vous arrivez de 400 à 800 personnes pour à peu près la même densité. D'accord. Donc c'est extrêmement difficile de pouvoir juger quel sera l'impact d'une attaque de par l'environnement dans lequel sont utilisés ces produits. Comment on peut se protéger de ces gaz toxiques? Est-ce que c'est efficace? Alors, effectivement, je vous rassure, il y a la possibilité, et on a les moyens, notamment dans la protection civile en Suisse et au niveau de l'armée, d'être protégé. Ça fait partie du matériel de base de toute personne qui fait soit l'armée, soit la protection civile. Typiquement le masque de la respiration, le masque à gaz, comme on appelle ça, qui est effectivement efficace à condition d'avoir un filtre adapté. Il y a différents types de filtres, ça je ne rentrerai pas dans les détails. Et puis effectivement, cette protection respiratoire, elle est suffisante avec les masques fournis par l'armée, ceux qui sont à disposition en cas de conflit. La protection cutanée, c'est fait tout simplement effectivement par une surface perméable, semi-perméable ou imperméable. En principe, c'est muni encore de gants, de surbottes pour minimiser l'exposition de la surface de la peau à ces gaz. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'intoxication, une exposition au sarin? Dans le cadre hospitalier, on va administrer dès la première apparition des symptômes, le plus rapidement possible, par intraveineuse, l'atropine et l'obidoxime. La toxogonine, c'est juste le nom commercial de l'obidoxime. L'obidoxime, c'est la substance active. Et du Valium. Le Valium, c'est uniquement dans le contexte de la relaxation musculaire, effectivement, pour éviter ces crampes et ces contractures musculaires. On poursuit l'administration de l'atropine pendant quelques heures selon l'intensité de l'intoxication. On donne une respiration artificielle aux patients si c'est nécessaire. Alors, sur le terrain, on a déjà un tout petit peu parlé, vu qu'on donne l'atropine et la toxogonine, donc finalement, c'est le combo PEN, auto-injecteur de l'armée, de la protection civile. L'armée dispose aussi d'auto-injecteurs de Valium, donc de nouveau, c'est des seringues qui sont pré-réglées, effectivement, pour pouvoir se les injecter tout seul. On a parlé de la pyridostigmine, donc finalement, on a comme substance pour l'instant, on a parlé de l'obidoxime, légèrement, l'atropine, le Valium, et puis la pyridostigmine. Alors l'obidoxime fait partie donc, des oxymes, comme son nom l'indique. Les oxymes, finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se lient préférentiellement aux composés organophosphorés. Si vous voulez, ces produits toxiques qui vont avoir tendance à vouloir se lier à l'acétylcholinestérase vont préférer aller se lier à l'obidoxime, laissant tranquille, si vous voulez, l'acétylcholine, l'acétylcholinestérase. Donc, c'est un moyen extrêmement efficace pour déjouer l'effet toxique de ces gaz
sur l'acétylcholinestérase. L'atropine, je pense qu'on va en parler un petit peu après. On va en parler un tout petit peu après. La pyridostigmine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se lier de manière réversible, et c'est ce qu'on cherche, parce que le toxique, il va se lier, lui, de manière irréversible à l'acétylcholinestérase. Alors, on préférera qu'il se lie à la pyridostigmine, qui, lui, finalement, sera lié de manière réversible. D'accord? Donc, on préfère cette partie-là plutôt que la liaison irréversible à l'acétylcholinestérase. Le sarin, la durée de vie, est relativement longue quand il est conservé dans des bonnes conditions. Elle se dégrade en quelques semaines à quelques mois dans l'environnement. Bien sûr, ça a les conséquences pour la flore et la faune qui rentrent en contact avec lui. Alors, quelque chose de relativement intéressant, c'est que d'après un document de la CIA en 1989, le gouvernement irakien aurait détruit au moins 40 tonnes de sarin qui se sont dégradés. Donc, c'est pour vous donner les quantités astronomiques dont disposent différents pays. Là, on est en train de juste parler d'un événement en particulier, mais vous pouvez de lors vous imaginer la quantité astronomique qui sont un petit peu partout dans les différents pays, malgré les traités, effectivement, que vous avez probablement aussi déjà trouvés dans le cadre de vos recherches, qui engagent les différents États membres ou qui ont ratifié le document à détruire leur stock d'armes chimiques dans un laps de temps qui sera de toute façon, vous le savez bien, pas respecté. Un autre gaz qui est relativement connu, c'est le gaz VX, qui appartient également à la famille des nervins, comme on a vu tout à l'heure. Ça, je le mentionne aussi, on ne va pas tous les passer en revue, mais j'en ai choisi plutôt quelques-uns qui me semblaient plus représentatifs. Il fait partie de ces gaz les plus toxiques qu'on ait jamais fabriqués. Il agit exactement de la même manière, tout comme tous ces gaz nervins, ils vont agir sur l'enzyme de l'acétylcholinestérase. De nouveau, le mode d'exposition à ce gaz peut être soit par inhalation, soit par contact avec la peau. Donc vous voyez, hein, les délais d'apparition des symptômes est relativement court. 10 minutes, c'est finalement pas beaucoup. La protection est aussi efficace avec les filtres et les masques qui sont fournis effectivement par l'armée en ce qui concerne l'état gazeux ou d'aérosol du produit. Et l'équipement de protection imperméable ou semi-perméable avec les gants et les surbottes est bien sûr efficace. Quel est le traitement? Le traitement est exactement le même, atropine, toxogonine, Valium, donc Combopène, Valium. Petite classe, hémotoxique. Donc finalement là, on en a plusieurs, mais le plus utilisé, on va dire, ce sont l'acide cyanhydrique et l'hématotoxicité provient du fait d'empêcher l'utilisation de l'oxygène ou de la fixation de l'oxygène dans les transporteurs d'oxygène. Donc finalement, on meurt par asphyxie, non pas parce qu'on n'arrive plus à respirer, mais parce que cet oxygène inspiré ne peut pas être utilisé par les cellules. Quels sont les moyens de protection? On en a vu déjà un tout petit peu quelques-uns, mais si on les remet un tout petit peu en liste. Un masque de protection avec un filtre adéquat, une tenue de protection avec les gants et les surbottes. On a à disposition ce qu'on appelle une poudre de désintoxication. La poudre de désintoxication est efficace. Elle va finalement pomper
le produit qui était en contact avec la peau. Il n'empêche pas qu'il y aura une partie qui sera absorbée et de là, au patient il aura des symptômes d'exposition liés à la quantité qu'il aura absorbée. On peut détecter, on a à disposition le papier de détection. Alors qu'est-ce qu'il va détecter? Je vous ai fait une petite liste après. La question, est-ce que la détection précoce est possible? La réponse est oui. En combien de temps ça se colore? C'est en espace de quelques secondes. Le papier de détection, si vous voulez bien, c'est un peu comme ces papiers pH qui se colore très rapidement. Il va changer en deux couleurs, en rouge si on a une exposition à des vésicants, et en jaune ou vert si c'est des nervins. Alors typiquement si c'est du sarin, du saumon, du tabac, ça va se colorer en jaune, et tous les autres nervins vont se colorer en vert. Voilà. Donc ça, c'est en espace de quelques secondes, ce qui effectivement donne la possibilité au reste des personnes de pouvoir s'équiper de manière à limiter l'exposition. Il y a des appareils effectivement chimiques, il y a des appareils qui vont faire une détection chimique de ces toxiques, qui sont effectivement efficaces dans la plupart du temps. Maintenant, vous savez, c'est à chaque fois la chimie devance les moyens de détection, et puis c'est parce que après on fait des moyens de détection, on invente quelque chose de nouveau, et on est un tout petit peu toujours en retard par rapport à ce que l'imagination humaine malheureusement arrive à faire. C'est ce qu'il y a pendant la Première Guerre mondiale, évidemment, parce que là on parle de maintenant. Donc on ne savait jamais lequel arrivait, donc ils n'avaient pas de moyens de détection de quel type était arrivé à l'époque. Alors la décontamination du matériel, il faut bien se rendre compte que c'est pas si simple. Il suffit pas juste de mettre un peu de poudre par-dessus et puis que tout devient comme avant. Malheureusement, comme je vous ai dit, ce sont ces gouttelettes, ces gaz vont effectivement pénétrer selon les matériaux, selon la porosité des matériaux, vont pénétrer dans certaines peintures, et c'est relativement difficile de décontaminer ce matériel. Pour décontaminer le matériel, il y a bien sûr des produits qui peuvent être utilisés, comme la solution de décontamination 85, qui effectivement va vous décaper, grosso modo, les couches de peinture, et qui est extrêmement bien sûr corrosif. Donc c'est pas quelque chose qui se fait très très facilement. Alors bien sûr, ces produits de décontamination, ils sont gérés en Suisse au niveau de la Confédération. Ils sont gérés, comment ils s'appellent? Ils sont à Spitz. Ils sont à Spitz. Il y a le laboratoire qui s'occupe effectivement de la détection, qui ont tous les moyens actuels pour pouvoir faire en sorte d'abord détecter et ensuite mettre à disposition les moyens de décontamination. Donc toute la partie du risque en Suisse, A, B, C, atomique, chimique et biologique, la centrale, si vous voulez bien, de coordination est stationnée au laboratoire dans un très grand laboratoire qui est situé à Spitz en Suisse. Voilà. Que vous allez visiter, c'est ça? Oui. Très bien. Vous aurez un peu d'autres informations complémentaires. Alors, comment on prend en charge ces victimes? Il faut bien vous imaginer que c'est bien sûr pas au niveau de l'hôpital que ça va se passer. Dans un premier temps, c'est sur la scène que ça va se dérouler. Et là, vous aurez une grande quantité de victimes à prendre en charge de manière simultanée. Alors, bien sûr, vous ne pouvez pas prendre tout le monde en même temps et traiter tout le monde en même temps. Ce qui nous amène à devoir faire une catégorisation des priorités. Et c'est ce qu'on appelle le triage. Donc, il y a des règles, si vous voulez bien, de triage
qui finalement ne prennent pas tellement en compte l'état actuel du patient, mais en gros, quelle est la possibilité qu'on a de sauver ce patient-là. Donc c'est ceux qui sont sauvables le plus facilement, qui sont traités finalement au premier. Ce n'est pas forcément les plus graves, c'est basiquement ceux qu'on a le plus de chances de pouvoir sauver en leur donnant un traitement médical adéquat. Quand vous avez un afflux massif de personnes, vous devez traiter par exemple, mais ça ne se passe pas seulement dans la prise en charge des patients qui sont exposés à des toxiques de combat, mais on n'a pas si longtemps que ça entendu parler d'un train qui déraillait à Barcelone, par exemple. Donc vous avez des centaines de personnes qui sont blessées, certains très gravement, d'autres moyennement, d'autres beaucoup moins gravement, et puis d'autres qui n'ont rien. Ou qui a priori n'ont rien. Et c'est extrêmement difficile de se retrouver effectivement dans une scène où on a un afflux massif de patients et effectivement où il faut finalement faire un triage et décider quel patient on va traiter en premier, quel patient on va traiter ensuite et quel patient on va pas traiter. Et ça se passe à l'extérieur de l'hôpital. Les premiers soins sont donnés à l'extérieur de l'hôpital. Les premiers traitements mis en place, ce sera fait à l'extérieur de l'hôpital. Je vous prie de m'excuser, c'est le bloc opératoire. Méné ? Oui, dis-moi. D'accord. Bon, ça c'était pour expliquer les développements techniques, si on peut dire. Malheureux de la suite. Exactement. Donc, qu'est-ce qui nous attend et qu'est-ce qui est déjà en route depuis un certain nombre d'années? C'est effectivement les techniques dites binaires, c'est-à-dire qu'on largue par bombe, par grenade, par ce que vous voulez, des toxiques multiples. Donc il y a 2, 3, 4 toxiques différents qui individuellement sont moins toxiques, mais qu'une fois mis ensemble font une réaction chimique et sont extrêmement dangereux à ce moment-là. L'autre chose qu'on a malheureusement développée, c'est des épaississes, des mêmes gaz de combat, mais qui sont beaucoup plus épais, beaucoup plus épaissis, et puis qui sont beaucoup plus difficiles à faire partir ou à neutraliser, d'accord, à décontaminer. Voilà ce que j'avais à vous dire.